et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on analyse Twin Peaks The Return, une série totalement imprévisible pour tout le monde, sauf pour Mary Telling. Je suis quand même assez forte. Je suis forte, hein. Oh Salut, moi c'est Marie et je suis quand même assez forte. Et moi c'est Anaïs, mais je vais parler comme Tammy Preston parce que c'est vachement plus cool. Eh ben ok, on peut faire tout le podcast comme ça. Ouais. Bon, cette semaine, je suis vraiment très 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 contente parce que Marie, je crois que tu aimes vraiment beaucoup The Return. Bon, c'est très bien cette série, hein. Cette petite série que tu me fais découvrir. Je suis un peu amoureuse de ces épisodes, quoi. Enfin, les deux qu'on avait vus la semaine dernière, je les avais trouvés hyper bien et très drôles et très très fun à regarder et tout, et assez fascinant. Mais là, c'était triste, c'était très très triste, mais d'une façon... mais d'une manière géniale. Oui, bah c'est ça. Enfin, un peu comme Mélancolia de Lars von Trier ou des films... Enfin, j'aime bien les films tristes, souvent, même si j'ai beaucoup dit que j'aimais la comédie. Et j'aime quand même... Enfin, mon film préféré au lycée, c'était Virgin Suicides. Hein. Donc bon, j'aime bien me complaire un peu dans la tristesse, mais là, enfin vraiment, il y a quelque chose d'hyper mélancolique et de vraiment, mais c'est bouleversant de beauté, quoi. C'est vraiment très beau. Et j'ai fait une petite compilation de plein de moments de tes visionnages pour montrer à quel point tu es investie, parce que vraiment, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que je sens que chaque seconde, en fait, tu vis vraiment cette série à fond et rien n'aurait pu me rendre plus heureuse. Hello. C'est génial. Non, il n'a pas pu. Il a traversé 25 ans dans la Black Lodge. Tu comprends pas? C'est bien cette série, hein? Oui. Avant de plonger dans ces 2 nouveaux épisodes, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites les concernant. Précédemment dans Amis. Mes prédictions, c'est que je pense justement que les intrigues vont se rejoindre. Parce que je pense que Albert et Gordon vont enquêter sur le meurtre de John Doe et de Ruth Davenport. Et je pense qu'on va en savoir plus sur Blue Rose. Je pense aussi que Hawk va peut-être résoudre une grosse part du mystère et qui va aider au fait de retrouver le vrai Cooper, enfin en tout cas de redonner... Enfin, je suis peut-être beaucoup trop optimiste en fait. Oui, donc les intrigues ne se rejoignent pas encore, mais on s'en approche un peu parce qu'ils ont retrouvé la bague de Dougie dans le corps de John Doe, qui est peut-être Major Briggs, comme je l'avais prédit. Marie, en 30 secondes, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans ces 2 épisodes? Cooper dévoile une grande arnaque à l'assurance en dessinant des échelles et des escaliers. Tammy regarde la photo de Cooper avec énormément d'amour, donc tu sens qu'il y a du désir là. Et ensuite, il y a une personne de petite taille, un nain, qui tue une femme avec un tournevis de façon très très gore. Avec un pic à glace. Un pic à glace, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec de Spike. Ouais, voilà. Et puis sinon, voilà, hein, je sais pas, Hawk retrouve des lettres dans une porte. Très bien. Est-ce que tu as des questions? C'est qui Strawberry? Bonne question. Pourquoi il dessine des échelles et des escaliers? Une autre bonne question. Ouais. Moi, j'ai une théorie pour ça. Moi, je me suis dit que c'était parce que souvent, les accidents à D'assurance. domicile, c'est sur des escaliers ou sur des échelles. Ok. Non, pour moi, c'est l'endroit, le vaisseau spatial dont tu parlais, enfin l'endroit où il atterrit avant de rentrer dans notre monde à nous, où il grimpe une échelle pour sortir dehors dans l'espace. Ah, ok. Est-ce que tu as déjà vu le film Le Roi et moi? Did you ever see the movie The King and I? Non. Pourquoi tous les méchants, ils ont des visages pointus dans cette série? Bonne question. Et est-ce que David Lynch veut me briser le cœur, en fait? Oui. Bah vraiment, là, il réussit, en fait. Voilà, c'est tout. Bon, on va tout de suite parler du plus gros plot twist de ces épisodes. Et c'était le moment que je voulais absolument pas que tu vois venir. Donc, j'étais très énervée quand tu l'as vu venir. C'est la plus grosse révélation, je pense, de Twin Peaks The Return, qui est que Diane est une vraie personne.
ce que j'attends que tu découvres depuis le début de la saison 1 de Twin Peaks. Et non seulement c'est une vraie personne, mais en plus elle est jouée par Laura Dern, la muse de David Lynch. Et on va l'entendre, tu étais très contente d'avoir encore une fois deviné. Elle est tellement énervée. Je suis pas énervée. Qui ça va être Ça va être Laura Dern. J'ai déjà vu cette perruque en fait, je crois. Non, c'est pas elle. Je suis trop forte. Mais je suis trop forte. Oh. Bon, j'avoue, je suis un peu épuisante. Mais non, Bravo, Marie. Je n'ai pas besoin de te le dire puisque tu t'es déjà auto-congratulée 150 fois depuis que tu as vu cet épisode, je pense. Mais bravo, tu es très forte. Non, mais c'est marrant parce que oui, j'avais vu la photo de Laura Dern, je pense, sur Twitter avec son carré de cheveux blancs. Je l'avais vu. Donc, je savais pas que ça venait de Twin Peaks The Return. Mais du coup, dès que j'ai vu de dos qu'elle avait cette coiffure, j'ai compris que c'était de Laura Dern, ce que j'avais prédit. Parce que tu l'avais déjà compris. En même temps, c'est juste que la dernière fois, l'indice qu'ils ont donné, évidemment, c'était assez évident. Je pense que ça allait mener vers Diane parce que c'est 2 personnes qui travaillent avec elle ou qui ont travaillé avec elle et qui parlent de la seule personne qui pourra vraiment dire si Cooper est bien Cooper. Et qu'il y a une femme, et en plus, des femmes qui ont fréquenté Cooper et qui seraient capables de l'identifier 25 ans plus tard, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et auxquelles ces 2 personnages-là penseraient, c'est vraiment elle, quoi. Laura Dern, c'est parce que, je l'attends depuis, on en avait parlé à chaque fois qu'on parlait de guest star, je pensais à elle parce que s'il y a une chose que je sais sur la filmographie de David Lynch et sur la filmographie de Laura Dern, c'est que les 2 ont beaucoup travaillé ensemble et que ça a été sa muse. Et donc, évidemment, je me disais, s'il doit ramener de nouveaux acteurs dans Twin Peaks The Return, elle devrait en faire partie, quoi. Non, mais bien joué, franchement. Mais donc, comme tu le disais, je ne suis pas énervée, je suis déçue, Marie. Je suis très déçue. Je suis désolée. Dès qu'on a vu les épisodes précédents et le cliffhanger où le personnage de David Lynch dit il n'y a qu'une seule personne à qui on doit parler, etc., je me suis dit, c'est bon, c'est mort, c'est plié. Elle va tout de suite trouver que Diane va être dans les prochains épisodes parce que j'ai vu ton cerveau se mettre en marche tout de suite. Et donc, j'ai prévenu Aurélie, notre productrice, en lui disant qu'est-ce qu'on va faire. Marie va trouver. Donc, j'ai essayé de mettre au point une stratégie pour garder ma poker face pendant l'enregistrement. Ça a plutôt bien marché. Oui, ça a plutôt bien. T'es très forte pour ça, hein. J'ai remarqué, ça m'inquiète un peu. Non, mais là, j'ai eu du temps pour voir le truc venir parce que j'étais sûre, c'était évident. En plus, t'arrêtais pas de m'écrire et de me dire j'ai une théorie de ouf. Et bref, et donc, on a enregistré la semaine dernière des petites prédictions sur tes réactions à ces épisodes et aussi sur le fait que tu allais prédire l'arrivée de Diane. Alors, je prédis que Marie va prédire l'arrivée de Diane dans Twin Peaks The Return. Je sens qu'elle est très, 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 très proche et je pense que pour elle, c'est génial de deviner tout ça et qu'elle va être trop contente quand elle va découvrir qu'elle avait raison. Mais j'avoue que pour moi, c'est un peu triste parce que c'est la surprise que j'attends le plus pour elle. J'étais vraiment hyper impatiente qu'elle découvre ça et que ça sorte de nulle part parce que moi, j'avais pas d'attente par rapport à ça à l'époque et donc ça m'a vraiment surprise. Et donc, si elle a déjà passé beaucoup de temps à y réfléchir avant, même si je pense que le moment lui plaira, je suis un peu triste que la découverte soit pas aussi fun qu'elle a pu l'être pour moi, quoi. Je suis désolée, voilà. Anaïs. Je suis désolée. Non, mais il faut pas être désolée, c'est bien. Oui, mais bon. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu le challenge de faire ce podcast sur cette série qui est pleine de mystères. Et en fait, moi, je suis tellement focalisée sur l'inexplicable dans la filmographie de Lynch que j'avais totalement sous-estimé ton intérêt pour les enquêtes et la résolution de mystères, qui est très, très élevé et que tu maîtrises à la perfection. Parce que c'est vrai que ça a jamais fait partie de mon expérience de visionnage de Twin Peaks, quoi. J'ai jamais essayé de résoudre quoi que ce soit. Je me laisse toujours porter. Et même pendant qu'on regarde les épisodes, je vois que tu notes des trucs parfois. Et je me dis, moi, c'est vrai que j'ai même pas questionné qui était cette personne ou ce qu'elle était en train de faire, tu vois. Je me dis juste, ah ouais, il y a une meuf qui est en train de tenir une photo. Enfin, tu vois, je me laisse complètement porter. J'ai pas du tout imaginé qu'il pouvait y avoir une expérience de visionnage aussi différente de la mienne, mais qui soit en même temps fun, tu vois. Parce que le truc, c'est que je pense que tu prends beaucoup de plaisir, justement, à résoudre tous ces petits trucs. C'est un des trucs que j'adore. Voilà, et à anticiper tous les twists qui pourraient venir. Et du coup, c'est un peu déstabilisant. Et je pense que j'avais tellement d'attentes sur ces surprises pour toi que je suis déçue que tu les vives pas de la même manière que je les ai vécues, mais en même temps, tu les as vécues de manière très cool aussi. Parce que je pense que tu étais hyper contente. C'était trop bien. Oui, non. En plus, il y a un truc gratifiant aussi d'avoir prédit quelque chose. Enfin, tu sais que j'ai pas de problème avec les spoilers. Enfin, j'aime bien être surprise par certaines choses et tout ça, mais j'ai pas de déception quand je le suis pas. Donc,
Donc, je trouve ça, au contraire, gratifiant d'avoir pu comprendre que ça allait arriver et puis d'avoir la confirmation que j'ai raison. Parce que c'est ça, de dire que t'es forte, quoi. Enfin, non, mais c'est un truc que j'adore. Donc, mais c'est marrant, je me demandais, tu lisais des policiers quand t'étais petite ? Pas trop. Non, moi, je lisais Chair de poule beaucoup. Ah oui, mais ça m'étonne pas de toi, tiens. Mais non, mais parce que moi, j'ai toujours adoré, genre, les Agatha Christie, les Whodunit, les Conan Doyle et tout ça. Enfin, j'étais... Ah ouais, moi, j'aimais pas du tout les Conan Doyle. Ah, c'est vrai. Enfin, quand j'avais entre, je pense, 9 et 12 ans, enfin, jusqu'à la découverte d'Harry Potter, qui après a balayé tout sur son passage, et ensuite, Le Seigneur des Anneaux est arrivé derrière. Ouais. J'adorais les Whodunit, quoi. Enfin, le Crime de l'Orient Express, ça a été un... Waouh. Ouais, c'est marrant, alors que moi, c'est vrai que je lisais beaucoup de livres un peu horrifiques ou surnaturels. Mes livres préférés et dont je garde les plus beaux souvenirs aujourd'hui, c'était des livres très atmosphériques en fait. Enfin, des trucs où le plus important, c'était pas forcément l'intrigue, c'était vraiment l'atmosphère. Tu vois, genre Peggy Sue et les fantômes, pour moi, c'est un truc genre ouh. Genre, je m'en fous de ce qui se passe, mais juste il y a des fantômes. Justement, le Crime de l'Orient Express que j'avais adoré, c'était l'espèce d'ambiance dans le train. Et puis, Le Chien des Baskerville, c'était les espèces de marécages anglais et le brouillard et ce genre de trucs. Mais oui, j'adore les énigmes, j'adore les jeux, je suis très compétitive, donc forcément mais c'est fascinant parce que moi pas du tout, quoi. Et je comprends même pas pourquoi, mais moi ça me repousse vraiment. Enfin, je déteste les devinettes, je déteste les jeux parce que j'aime pas me sentir en position de ne pas savoir, quoi. Donc je veux pas être mise face à un truc où je peux potentiellement me tromper, quoi. Faut avoir confiance en toi. Merci Marie. Donc tu étais très contente de l'arrivée de Diane et j'avoue que c'est quand même un gros game changer dans Twin Peaks. Moi c'est un des trucs que j'aime le plus, de savoir qu'après tout ce temps, ce personnage qui a toujours été mystérieux et dont on savait pas vraiment s'il existait ou pas, qu'elle arrive et qu'en plus c'est Laura Dern, quoi. Oui, mais alors là c'est un énorme tease parce que littéralement j'ai vu 30 secondes avec elle, quoi. Et elle dit juste salut. Hello, Elmer. À ton avis, comment est Diane ? C'est marrant parce que quand tu l'imagines à travers ses enregistrements à lui, tu l'imagines très serviable et gentil et... Enfin, moi, j'imaginais... c'est la Siri, en fait, de Cooper, voilà. Quoi. Et je me disais, si elle existe, elle a 55 ans... non, c'est horrible de dire ça, ma mère va me tuer. C'est une vioque. Non, mais je me disais, si elle existe, elle a la soixantaine, elle a des lunettes en demi-lune. Grave. Et tu vois, et les cheveux gris, et elle est hyper mignonne et gentille. Et en fait, je pense que ça va être un peu une bitch, là. Clairement, déjà, la coupe de cheveux très... Oui, c'est ça. Coupée à la lame de rasoir. Ouais, mais après, je me demande s'il n'y a pas un lien aussi avec la disparition de Cooper et le fait que aujourd'hui elle est à l'écume des bars à boire. Enfin, je me dis qu'il y a peut-être un rapport entre les deux, quoi. Putain, mais ton esprit, quoi. Ton esprit. Elle est conne. Non, mais tu vois, moi vraiment, j'ai pas réfléchi du tout à ça. Moi, j'étais juste là, ouais, il y a Diane. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais genre, je me pose même pas de questions, en fait. Je suis vraiment... je suis un mouton, quoi. J'accepte ce que David Lynch me donne et je suis oui, merci. Mais ce qui est intéressant, ceci dit, en y pensant, c'est que là, forcément, tu vois, Laura Dern, elle a, je pense, la quarantaine ou la cinquantaine dans ce rôle. Mais en fait, tu te dis, elle a exactement l'âge de Cooper. Donc, ça veut dire que quand il parlait à Diane sur son magnétophone, il parlait à une bombe atomique, parce que Laura Dern est magnifique, de son âge. C'était des collègues et pas... c'était pas sa secrétaire, en fait, quoi. Il y a un aspect aussi où tu te dis, il y aurait pu avoir... si j'avais su que c'était Laura Dern, j'aurais sexuelle. Non, mais le truc, c'est que si, à l'époque de Twin Peaks, on avait vu Diane et qu'elle avait eu la gueule de Laura Dern en 91... on serait tous dit, il va y avoir un truc... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais en fait, c'est complètement dénué de ça dans le Twin Peaks originel. Et ça l'est aussi là, pour l'instant en tout cas. Mais c'est marrant de se dire que justement, elle ressemblait à ça à l'époque, quoi. Et un des premiers rôles de Kyle MacLachlan et de Laura Dern, c'était Blue Velvet, dans lequel elle joue sa petite amie, Kyle MacLachlan. Voilà. Ouais. Donc, ils ont un rapport, ils se connaissent déjà, quoi. Intéressant. Bon, écoute, on verra bien ce qui se passe avec cette Diane. J'ai très, très hâte. Surtout, je me dis, le combo Diane-Albert, là, ça va être... C'est clair, ça va fuser. Ouais. Sinon, mon autre constat de ces épisodes, à part que tu es encore une fois très forte pour les prédictions, c'est que tu es extrêmement émue par le personnage de Dougie. Et je te comprends parfaitement, mais c'était très divertissant à regarder et à entendre. Oh. Agent. He closes more cases in a week than you do in a month. Ugly joke. Oh, mais il me fait trop de peine, Anaïs. Mais si, oui, c'est parce qu'il reconnaît. Oh.
J'ai tellement d'affection pour lui, Anaïs. Mais je sais. Je comprends. Oh, je l'aime tellement et je veux tellement qu'il s'en sorte, Anaïs. C'est vraiment trop triste. Non mais c'est vrai, c'est trop triste, Anaïs. Tu trouves pas ça triste, quoi? Si. Visiblement, Anaïs, je suis pas sûre que tu trouves vraiment ça triste. Je pense que toute notre relation est expliquée par cette interaction. Et en même temps, en écoutant tout ça, c'est ce que je me disais, putain, heureusement que je résous certains trucs pour montrer que j'ai un cerveau, parce que vraiment, quand t'entends ces extraits, t'as l'impression que je suis complètement teubée, quoi. Mais ce que vous savez pas, c'est que pendant qu'on entendait ces extraits, Marie a refait « Oh !» Oui. C'est plus que de l'attendrissement, parce que c'est de l'attendrissement aussi, mais j'ai un instinct protecteur, évidemment, parce que déjà, bon, on le connaît et on a un attachement pour lui, mais que là, vraiment, on dirait un petit oiseau qui a perdu sa maman et qui sait pas où aller. Quand il est en train de tirer sur ses manches et qu'il a froid et qu'il est en train de regarder la statue de l'homme de loi qui lui rappelle forcément ce qu'il était avant, mais en même temps, il comprend pas ce que ça lui rappelle. C'est bouleversant, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très, très triste. Et non, et puis c'est ce truc, on en a parlé dans les épisodes précédents, mais il y a cette idée, en fait, ce que ça évoque, c'est un peu la perte de contrôle sur soi et la perte de ses capacités intellectuelles de quelqu'un qui était en grande maîtrise avant de toutes ses capacités. Pour moi, ça évoque aussi des maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Et quand on a vu des proches qui ont ça, c'est un peu ce même genre de sentiment de voir quelqu'un que tu as admiré pour son intellect, que tu as admiré pour sa grande maîtrise de soi, et qui était en pleine capacité. Protectrice. Et rassurante. Et d'un coup, de le voir complètement démuni. Et il y a quelque chose de vraiment bouleversant là-dedans. Et je trouve que c'est très bien saisi dans ces scènes-là. Enfin, il y a quelque chose de marrant aussi, parce qu'évidemment, quand il arrive au travail ou des choses comme ça, il y a un regard très tendre sur lui. Et puis, il arrive toujours un peu à s'en sortir quand même, donc heureusement pour l'instant. Oui, parce qu'on l'aide beaucoup, en fait. C'est vrai qu'il a beaucoup d'aide. Petit fun fact sur la statue dont tu parlais, qui n'était pas à l'endroit où ils ont fait le tournage, ils l'ont amenée. Et en fait, c'est une reproduction d'une photo du père de David Lynch, qui a été prise quand il avait 19 ans. Donc vraiment, ça montre à quel point chaque petit détail de la série est c'est un univers total de David Lynch, quoi. Et d'ailleurs, David Lynch parlait à la statue et lui disait « Hi, Dad !» Donc voilà, cette statue évoque vraiment la figure paternelle dont tu parlais. Il y a plusieurs moments en fait dans ces épisodes où Coop, qui maintenant est Dougie, a des moments pas de clairvoyance parce qu'il comprend même pas pourquoi il est attiré par ces choses-là, mais on sent qu'il a une connexion avec certaines choses qui lui rappellent sa vie d'avant en fait. Donc il y a la statue qui a un homme qui est en train de pointer un pistolet, et il la regarde et il est complètement captivé par cette statue. Il y a le badge de l'homme de sécurité qui vient l'aider. Il y a le mot case files qui est un mot qui veut dire dossier, mais c'est un mot qui est très utilisé dans les enquêtes de police et des choses comme ça. Et là, c'est quelque chose qui est utilisé dans sa compagnie d'assurance. Il y a plein de petits moments comme ça. Et du coup, on a vraiment envie qu'ils reconnectent, tu vois. Mais c'est triste, en fait. C'est déchirant. Oui, en fait, il y a un dédoublement où Dougie est un agent qui examine des rapports d'enquête. Donc, il fait quelque chose de très similaire à Cooper dans la police, sauf que lui, ça a été complètement banalisé parce que, il est agent d'assurance. Mais oui, il y a plein de petits mots. Et d'ailleurs, quand le policier qui le ramène chez lui dit « je sais pas pourquoi, il est fasciné par mon badge », et on sent que c'est quelque chose qui a déjà été ressenti par Dougie, même avant qu'il soit possédé, entre guillemets, par Coop, puisque le personnage de Naomi Watts, tout de suite, dit « Ah oui, il a des trucs... » Mais effectivement, on comprend que l'essence de Cooper est toujours là, quelque part, au fond, mais qu'elle n'est pas... qu'elle est un peu prisonnière, en fait, de l'enveloppe de Dougie. D'ailleurs, je voulais qu'on parle un petit peu de Kyle MacLachlan parce que il joue plusieurs rôles dans cette série et il est juste exceptionnel, aussi bien dans le comique de Dougie que dans le côté émouvant. Et il y a cette scène qui est bouleversante où juste il regarde Sonny Jim, donc le fils de Dougie, au début. J'ai une théorie sur ça. Et il a une larme qui coule sur son visage. Et il y a aussi la musique qui joue beaucoup, mais c'est une scène qui est vraiment émouvante. Et à côté de ça, quand il joue Bad Coop, il est dégueulasse et terrifiant. On n'a pas envie d'être dans la même pièce que lui. Et à côté de ça, on sait ce qu'il est quand il joue Cooper aussi. Un autre rôle complètement différent et vraiment Kyle MacLachlan, mais quel homme incroyable.
Je suis bien d'accord. C'est la réflexion que je me suis faite aussi. Vraiment, il est exceptionnel. Et c'est marrant parce que je suis en train de revoir Desperate Housewives pour un projet annexe. Et en fait, il joue un rôle dedans et il le joue pendant plusieurs saisons. C'est le mari de Brie Vanderkamp. Et il est excellent là-dedans aussi. Ouais, non, il est vraiment... Ouais, on en a déjà parlé, mais je suis surprise qu'il n'ait pas eu une encore plus grosse carrière. Parce que, il a une carrière qui est quand même assez remarquable. Je pense que clairement, le rôle de Cooper, c'est le rôle qui aura marqué sa vie. Et dans sa nécro, ce sera le premier truc qu'on dira, quoi. Parce qu'il est vraiment exceptionnel dedans, quoi. Puis le fait que David Lynch, qui l'a embauché plein de fois, le fasse revenir et lui donne un tel challenge, c'est hyper beau aussi, parce que justement, effectivement, il a fait pas mal de cinéma avec David Lynch, et puis après, il s'est tourné vers les séries avec Sex and the City, tout ça. Et là, faire un retour comme ça en 2017, où il était déjà aussi très apprécié dans Portlandia, tout ça, avec un rôle plus comique. Mais là, montrer toute l'étendue de ses talents avec un rôle aussi ouf et aussi unique, enfin vraiment, c'est assez incroyable à observer. Et tu l'as dit, Dougie, dans ces épisodes, mène une enquête à sa manière, qui est pour le coup une enquête sur des dossiers d'assurance. Et moi, c'est vraiment un des trucs que j'admire le plus dans Twin Peaks The Return, c'est qu'on passe de longues minutes à juste regarder des dossiers d'assurance et à regarder Dougie qui ne parle pas, qui gribouille des trucs sur des dossiers d'assurance, ou son patron qui relit les dossiers d'assurance, et c'est captivant. Et c'est vraiment... Pause, en revoyant l'épisode, j'ai mis pause pour essayer de comprendre ce qui est relié et tout ça, et ce que le patron pouvait noter pour regarder sur les documents. Et alors ? Déjà, c'est toujours le même employé de l'assurance qui est censé être le meilleur assureur, quoi. Et à chaque fois, il connecte avec le rapport de police ou des choses comme ça. Donc, c'est pour souligner que c'est toujours le même et qu'il y a toujours les mêmes problèmes, je pense, dans les rapports, quoi. Je trouve ça exceptionnel que David Lynch arrive à transformer en monument de suspense et de comédie quelque chose d'aussi simple que juste examiner des dossiers. On l'a vu quand on le regardait toutes les deux. Moi, je trouve ça captivant. Oui, mais parce que c'est drôle aussi, quoi, parce qu'il est en train de dessiner des échelles et que tu essaies de comprendre ce qu'il est en train de faire et ça ne fait aucun sens. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est vraiment, quand son patron lit les dossiers et l'espèce de truc où au début, il est là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Pourquoi il y a des échelles et des escaliers dessinés sur ces dossiers ? What the hell are all these childish scribbles? How am I going to make any sense out of this? Make sense of it. Et en fait, tu vois l'évolution où d'un coup, il a un petit mouvement où il est là... ça veut dire quelque chose, je crois, et qu'il regarde tout et d'un coup, il est là, waouh. Et on nous dit pas ce qu'il a compris ou pourquoi il a compris ou comment il a compris en regardant ça, mais on comprend il nous dit qu'il a compris, quoi. Et il est en admiration devant Dougie qui lui a fait ses révélations. C'est vraiment très drôle. Et en plus, il y a la musique qui est vachement bien derrière, donc ça fonctionne très très bien. Je trouve que c'est aussi une très belle métaphore, un peu comme la glass box de ce qu'est Twin Peaks. C'est-à-dire que, comme tu dis, on comprend pas ce qu'il a compris, on comprend pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on sait que instinctivement, il a compris quelque chose, quoi. Oui, bah oui. Et c'est un peu comme la glass box où il regarde ça pendant des heures sans vraiment arriver à lui donner le moindre sens et au final, tout s'assemble. Sur la statue dont on parlait, derrière, on voit un ballon rouge. Et ça, c'est un truc que j'avais pas forcément remarqué dans mes visionnages précédents, mais Marie Œil de Lynx a remarqué qu'il y avait des ballons rouges disséminés un petit peu partout dans Twin Peaks The Return. Du coup, c'est l'occasion d'une petite théorie du complot où on essaye d'expliquer quelque chose qui n'a pas du tout besoin de l'être. À ton avis, que symbolisent ces ballons rouges qu'on trouve un petit peu partout ? Il y en a un chez la Junkie, qui est toujours gonflé d'ailleurs. Enfin, je me dis, au fil des jours, il devrait se ramollir un peu, mais il est toujours là. Et il y en avait chez Dougie pour l'anniversaire de Sonny Jim. Et donc, je pensais que c'était un peu pour relier les deux enfants qui ont deux destins très différents. Mais là, il y en a un autre au-dessus de la statue. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Lynch est fan de Nena, la chanteuse allemande qui a chanté 99 Ballons Rouges. Ouais, peut-être. Voilà, c'est ma seule théorie, j'avoue. T'en as une ou pas ? Moi, je pense que ce dont tu parlais avec Dougie et la manière dont son personnage a aucune autonomie, en fait, je pense qu'il y a aussi un côté très enfantin dans sa manière de se comporter et que le ballon rouge est peut-être une évocation de son enfance, tu vois. Mais il y a quelque chose avec la perte de l'innocence dans ces épisodes, quoi. Enfin, très clairement, il y a une espèce de fil autour de ça, quoi. Très bonne transition, Marie.
puisque, effectivement, dans ces épisodes, ça se passe vraiment pas très bien pour les enfants. Oh là là, c'est horrible. Et la pire scène, j'avais très très peur pour toi, pour ce visionnage, parce que c'est, je pense, une des scènes les plus cruelles et les plus violentes de toute la filmographie de Lynch, et c'est dire, parce qu'il en a fait quand même pas mal, mais c'est une scène d'un accident de voiture et un enfant qui se fait renverser par un camion même, et c'est absolument atroce. Et tu l'as pas très bien vécu, hein, normal. Il y a un train, non ? C'est... Oh non ! Oh non, non, non ! Mais il est dans cette ville, je croyais qu'il était à Twin Peaks. Mais c'est horrible. Oh, mais c'est horrible. Toi aussi t'es triste, hein? Oui, c'est triste. T'as vu comme c'est triste? Oui, bon, là, je suis en train de parler à un chien que je gardais. Du coup, apparemment... Ce pauvre chien qui a été traumatisé par le visionnage de Twin Peaks The Return. Non, il ne regardait pas, mais bon, je lui ai quand même dit, ça doit être triste, avant d'en arriver à cette scène. La raison pour laquelle je pose la question en disant, mais il n'est pas dans la même ville et tout ça, en fait, j'ai passé une bonne partie de cette scène à me poser des questions parce que j'avais un espèce de court-circuit du cerveau dans ma tête. Dans Fire Walk With Me, la ville où vit, comment il s'appelle celui, Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton est en Oregon. Et j'en suis pratiquement certaine, en fait. Dans ma tête, c'était dans l'Oregon. Et il y avait une équipe qui venait enquêter sur ça et tout ça. Et ils vivaient dans une caravane. Et en fait, là, on voit ce personnage quitter la caravane. Mais en même temps, je me suis dit peut-être que c'est un nouveau caravan park. Il a déménagé, il vit ailleurs avec sa caravane. Parce qu'en fait, bon, bref. On voit ce personnage qui quitte sa caravane, qui prend un bus pour aller dans la ville. Donc, moi, je pensais qu'il allait dans la ville du coin, qui donc, dans ma tête, n'était pas Twin Peaks, parce que j'avais pas du tout l'impression que ces deux localités étaient à côté. Et donc, j'étais en court-circuit parce que je me disais, il peut pas être dans le même endroit que le méchant qui était en train de conduire sa camionnette. Et du coup, je comprenais pas comment il pouvait être dans le même endroit. Voilà. Mais en fait, est-ce que tu as une explication ? Ben non, mais c'est encore une preuve de tes réflexions très poussées parce que effectivement, le camping s'appelait le camping de la Grosse Truite. Oui. Et là, c'est le nouveau camping de la Grosse Truite. Et en fait, je suis allée chercher après tes commentaires parce que moi, j'ai jamais... Alors là, mais j'ai même pas réfléchi à ça du tout. Et j'ai vu ces épisodes des milliards de fois. Et donc, après, je suis allée vérifier. Et effectivement, ils ont donné une explication selon laquelle le camping de la Grosse Truite aurait déménagé dans un endroit beaucoup plus proche de Twin Peaks, qui est donc dans la banlieue de Twin Peaks. D'accord, ok. Merci d'avoir éclairci ça, parce que c'était vraiment... ça m'a perturbée. Ouais, c'est la nouvelle Grosse Truite. Mais donc, cette scène de l'accident, oui, extrêmement choquant. C'est la scène, je pense, de Twin Peaks qui m'a fait le plus pleurer. En revoyant, c'était vraiment très dur à revoir. Après, je l'ai pas aimé. C'est-à-dire que je trouve que c'est très, très violent, oui. Que c'est horrible, oui. Je pense pas que c'est gratuit, parce que je pense que ça dit quelque chose. Je pense que c'est un moment très marquant et qui fonctionne très bien. Enfin, ça fait bizarre de dire fonctionne très bien en parlant d'une scène pareille. Dans ces épisodes. Parce que pour moi, justement, il y a tout un commentaire sur la perte de l'innocence, la façon dont on souille quelque chose qui est beau, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Cooper, qui aujourd'hui, avec Bad Coupe, c'est la version dégueulasse et souillée de quelque chose qui était parfait. Enfin, c'est comme ça même qu'Audrey le qualifiait, quoi. Et là, il y avait cette scène hyper jolie entre une mère et son fils, qui était très pure et très innocente, qui était en plus, le personnage d'Harry Dean Stanton était en train de la regarder en souriant et en profitant du soleil et tout ça. Et c'était beau. Et d'un coup, tout ça s'est ruiné par un salopard qui s'en fout, quoi. Et il y a vraiment quelque chose d'une violence, mais inouïe, mais en même temps, ça dit quelque chose. Et quand Harry Dean Stanton est le seul à s'approcher de la mère, je sais pas s'il la console, mais en tout cas, il a un échange avec elle, quoi. Enfin... Ça aussi, c'est très beau, quoi. Et plus tard dans l'épisode, il y a une scène où Jenny E. paye une dette que devait son mari. Et en fait, elle s'énerve contre les deux hommes qui sont en train de la faire chanter. Et elle leur dit... What kind of world are we living in where people can behave like this, treat other people this way without any compassion or feeling for their suffering? We are living in a dark, dark age, and you are part of the problem. Dans quel monde est-ce qu'on vit où des gens peuvent se comporter d'une telle manière, traiter d'autres personnes comme ça sans aucune compassion ou sans aucune considération pour leur souffrance. On vit dans une époque très très sombre et vous faites partie de ce problème. Et pour moi, c'est un commentaire, je trouvais aussi, sur ce qu'on venait de voir, quoi. Bah, surtout que cette scène se passe sur un terrain de jeu. Donc, oui, voilà, avec des enfants à côté. Ouais.
On en a parlé pendant le visionnage, mais Harry Dean Stanton est très très bon pour cette scène aussi parce que je pense que tu auras l'occasion après de le découvrir dans Paris, Texas et A Straight Story de David Lynch, dans laquelle il est très bien aussi. Il a un visage vraiment très doux et en même temps très triste, très mélancolique. Et dans Paris, Texas, ça fonctionnait parfaitement bien parce que c'est un film hyper mélancolique. Et quand David Lynch l'a casté dans A Straight Story, une histoire vraie, il l'a gardé juste pour une scène, mais il a dit il faut absolument que ce soit lui parce que justement, il faut qu'avec juste cette scène, on ait un impact énorme de voir son visage, quoi. Et c'est vrai que là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que même toi qui connais pas cet acteur et où on l'a vu vraiment 10 secondes depuis le début de Twin Peaks, t'as été hyper touché par sa performance et juste parce que sa manière d'être, il a une espèce de douceur un peu mélancolique qui émane de lui et qui fonctionne très très bien dans cette scène. Il y a un truc dont on n'a pas parlé dans cette scène, c'est qu'à la fin, il y a une sorte de petite lumière verte qui se dégage du corps de l'enfant. Qu'est-ce que j'ai t'en as compris que pensé ? c'était son âme qui quittait son corps, quoi. Après, bon, c'est pas très original, mais il y a Harry Dean Stanton, son personnage, qui le voit. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. S'il y a la Black Lodge, il y a aussi quelque chose d'autre, et c'est vers là qu'il est allé, quoi. Et c'est assez émouvant. Ouais. Juste avant, en fait, on est dans une scène au diner où il y a une jeune femme qu'on n'a jamais vue, mais qui est très gentille, qui adore les tartes et tout, et qui est prof, visiblement, en école primaire, et qui dit que les enfants, cette année, sont vraiment trop gentils et tout, et qu'elle les adore. Donc, évidemment, juste après, il va y avoir la scène dont on vient de parler. Et en plus, il y a le rire de la serveuse allemande qui est très répétitif et qui a un côté un peu enfantin, quoi, et un peu innocent. Et elle voit qui a renversé l'enfant. Donc, à mon avis, elle va passer un sale quart d'heure. Donc, ça me fait un peu peur pour elle. Oui, puisque il faut le dire, ce personnage qui renverse l'enfant, c'est un personnage odieux qu'on découvre dans ces épisodes. La première fois qu'on le voit, il est en train de fumer sous un panneau qui dit ne pas fumer. Donc, c'est un vrai rebelle, voilà. Et juste après, il agresse physiquement une meuf qui lui demande du feu et il lui dit de s'asseoir à côté de lui. Et ensuite, il l'agrippe et il lui dit je vais te baiser. Enfin, il est vraiment atroce. Et au cas où on n'aurait vraiment pas compris qu'il est atroce, juste après, il tue un enfant. Donc, c'est un peu comme l'introduction de Bad Cooper. C'est vraiment pas très subtil dans le côté maléfique de ce personnage. Toutes les scènes avec lui, je disais, mais pourquoi ils nous montrent des scènes avec lui? C'est vraiment chiant. Et t'es là, ouais, attends un peu. Je sais pas si tu as regardé les génériques de Oui, fin. j'ai regardé, mais après, j'ai pas relevé quel était son nom. C'est un personnage qui s'appelle Richard Horn. Oh! Horn? C'est vrai? Regardez le générique. Alors attends, parce que t'as Richard et Linda, déjà, c'est... Voilà. Et il y a Linda qui est mentionnée aussi, enfin, on va en parler. Non, mais je regarde les génériques, mais à chaque fois, j'essaie de voir qui joue qui et tout ça. Et Horn? Je te donne des petites billes. C'est peut-être le fils du frère. De Jerry? Ouais. Parce qu'il lui ressemble plus à lui qu'aux autres. Ouais. Putain, vraiment, les Horn... Ouais, c'est clair. La famille... Surtout les hommes, quoi. De déglingos. Et on le voit aussi dans une scène qu'il partage avec Balthazar Getty, dont le personnage s'appelle Red, qui est un peu le dealer du coin. En fait, on comprend que c'est un peu le gros voyou du coin. C'est un peu le nouveau Léo. D'ailleurs, tu pensais que c'était je pensais Léo. Que c'était Léo. Je sais pas, il lui ressemble un peu. Mais t'as pas trop aimé cette scène? Oh non, c'était chiant, c'était long. Mais même en le revoyant et en sachant ce qui est arrivé après, c'était long. Il y a le moment où il jette la pièce, why not? Enfin, ça m'a gonflé, honnêtement. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué ce qui est très clairement une référence à Friends dans cette scène. Oui, c'est vrai. Où il tire à pile ou face avec sa pièce et il dit Heads I win. Tails you lose. face je gagne, pile tu perds. Et ce qui est un truc qui était déjà dans Friends et qui était une blague où Joey n'avait pas compris et moi non plus parce que j'étais très conne. Et moi non plus, en fait. Non, mais enfin, si tu veux te rassurer sur ma lenteur intellectuelle, voilà. Vraiment, quand il a dit ça, j'étais là, enfin, j'avais pas compris. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que dans Friends, comme tu connais la série par cœur, tu savais tout de suite que c'était une blague sur le manque d'intelligence de Joey, parce que je me souviens, ça t'avait fait rire et moi j'étais là, c'est quoi qui est drôle, tu vois. Oui. Et là, c'était marrant parce que c'était l'inverse, quoi. Ouais, donc pour l'instant, pas de théorie sur où va aller cette intrigue avec... parce que du coup, Richard Horn est chargé d'un deal, quoi, ou de... La seule théorie que j'ai, enfin, c'est pas une théorie, c'est basé sur une scène qu'on voit avant qu'il commence à harceler une femme, c'est qu'il est de mèche avec Shane, le policier véreux, qui est vraiment un gros salopard. Enfin, déjà, c'était clair dans les épisodes précédents, mais là, il en remet une couche. Enfin, c'est pas très subtil, encore une fois. Et lui, il lui a filé de l'argent pour le deal, j'imagine. Donc, il doit être aussi de mèche sur cette affaire. Donc, à mon avis, il va le couvrir dans l'enquête du hit and run, quoi. Je sais pas.
Et un autre moment très violent, mais sombrement comique, que j'attendais beaucoup, et je suis très contente que tu l'aies apprécié à sa juste valeur, c'est la séquence avec Ike the Spike, donc ce petit homme qui se balade avec un pic à glace et qui est extrêmement violent. Oui. Honnêtement, je sais pas s'il y a une super représentation pour les nains dans Twin Peaks. On va pas se mentir, hein, c'est quand même un peu... c'est pas terrible. Mais voilà, c'est un personnage qui est un tueur à gages, en fait, et qui est hyper musclé et qui est hyper enragé, qui grogne d'ailleurs comme un animal, quoi. On a ce personnage de femme au début de la série, on sait pas trop ce qu'elle fait là, et enfin on sait qu'elle a un lien. Elle a une musique qui lui est associée à chaque fois, ça j'ai beaucoup aimé aussi, parce que du coup tu sais tout de suite qui c'est en fait. Voilà, et quand lui il écoute cette musique et après il s'apprête à la tuer, et donc l'agression est extrêmement violente, mais je suis contente parce que c'est un gros moment de gore que moi je trouve extrêmement jouissif, et je suis contente parce que t'as réagi aussi d'une très bonne manière. C'est horrible. C'est horrible. Ah non, toi aussi t'es bonne là. Putain, il s'est vraiment privé quand il était à la télé. De toi. Oh non, mais maintenant c'est lui qui est après Dougie, moi ça me fait peur. Oui, alors moi ce qui m'inquiète beaucoup, bon déjà il est commandité par Bad Cooper, qui passe un coup de fil en prison en déréglant tout le système électrique de la prison, qui déclenche un truc en Argentine qui avait été déjà déclenché par la femme qui est tuée à la fin. Alors, il y a tout un lien, attention. Donc, la femme qui est tuée à la fin, c'était elle qui était chargée de s'occuper du meurtre de Dougie. Et comme Dougie n'a pas été tué, n'a pas été retrouvé aussi mort dans l'explosion de la voiture, mais 3 autres hommes ont été retrouvés, elle a dû dire... Elle est très stressée. Elle est très, très stressée. Et elle doit prévenir sur son BlackBerry que, ça fonctionne pas, quoi. Et en fait, il y a une boîte noire en Argentine qui reçoit le message. Et plus tard, on voit donc Bad Coop passer un coup de fil, dire... The cow jumped over the moon. La vache a sauté par-dessus la lune, why not? Et donc, la même machine s'active et après, elle est réduite en espèce de bille. Et là, il y a le mec, l'humoriste de Mad Men, qui reçoit un message. C'est juste un carré rouge. Il comprend, grâce à ce carré rouge, qu'il y a une enveloppe qui doit sortir. Et cette enveloppe, il la remet à quelqu'un pour faire le meurtre, quoi. C'est remis donc au nain. Et donc, il y a 2 photos. Il y a la femme, parce que bon, comme elle n'a pas fait son boulot, il faut qu'elle soit éliminée. Et il y a Dougie. Et moi, j'ai très très peur parce que le nain, il est très efficace. Hein. Il a peur de rien, là, très clairement. Et Dougie, il n'est pas très efficace. Il ne sait même pas aller aux toilettes. Donc, mais non, et puis il y a un moment où l'autre lui dit... Meurs pas. Le manchot qui lui parle depuis la Black Lodge, il lui dit vas-y, ressaisis-toi. Et c'est là où il commence à dessiner des échelles. Donc il s'est un petit peu ressaisi, mais pas trop quand même, quoi. D'ailleurs, le meurs pas est assez touchant quand on voit la scène avec l'enfant. Ah, et d'ailleurs, attends, je voulais dire, parce que tu parles de l'enfant. En fait, ce que j'aime bien dans ces épisodes, et dans cette série pour l'instant aussi, c'est qu'il y a énormément de choses qui évoquent d'autres choses. Et donc, il y a le ballon rouge ou des choses comme ça. Mais pour moi, clairement, le moment où Dougie regarde Sonny Jim et commence à pleurer parce que Sonny Jim a le regard absent, pour moi, c'est un présage de la mort de l'enfant plus tard. Il y a pas mal de guest stars. On a parlé de Laura Dern, évidemment. On a parlé de Harry Dean Stanton. Il y en a 2 qui jouent 2 frères qui sont chargés du casino, en fait, qui viennent frapper le mec de Fleabag. J'avais pas compris qu'ils étaient frères. Ouais, c'est les frères Mitchum. L'un des 2 est joué par Jim Belushi et l'autre est joué par Robert Knepper, qui était dans Prison Break, qui jouait le mec qui se fait couper la main. Ouais. Donc voilà, c'est un duo assez exceptionnel. Et menaçant. Ouais. Il y a aussi Don Murray qui joue Bushnell, le patron de Dougie. Et c'est assez marrant l'histoire, puisque à la base, Don Murray a raconté lui-même que le rôle était écrit pour un mec de 45 ans. Or, lui, il en avait 87. Et David Lynch a dit « Mais c'est pas grave, parce que j'adore Don Murray. » Et donc, ils ont juste décidé de le mettre là pour ce rôle qui n'était pas du tout écrit pour lui à la base. Et c'est vraiment... il fonctionne très bien. Hein. Il fonctionne très très bien. Il a une tête vraiment sympathique. Et enfin, du côté de Twin Peaks, on a Caleb Landry Jones qui joue un mec affreux, encore un, parce que... Dans Get Out,
il était déjà affreux. Enfin, tous ses rôles sont horribles, en fait. Dans tout ce qu'il joue jamais des mecs très sympas. Il a vraiment la tête de l'emploi, hein, voilà. On va pas se mentir. C'est ça, et il a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes l'année dernière, donc bravo à lui. Oui. Mais non, mais il est très bon, hein, mais vraiment, t'as envie de le taper, quoi. Et il joue le petit ami du personnage de Amanda Seyfried, qui est sans doute une des plus grosses stars du casting. Là aussi, pour moi, à l'époque, c'était une énorme surprise de l'avoir arrivée là, qui joue la fille de Shelley. Ah, c'est sa fille, d'accord. Mais j'étais pas sûre, je pensais que c'était peut-être sa sœur. Mais du coup, c'est la fille de Shelley avec qui ? C'est la fille de Shelley et de Bobby ? De Bobby aussi ? Ouais. C'est vrai ? Mais c'est vrai ? Oui. Ils ont une fille ensemble. Oh, c'est bien. Bon, elle file un peu du mauvais coton, hein, mais en même temps avec des parents pareils. Mais je voulais en parler parce qu'il y a vraiment un thème récurrent dans tout Twin Peaks The Return, mais là qui est très présent dans ces épisodes, c'est vraiment la notion de répétition. On l'a vu déjà avec la musique qui est répétée plusieurs fois. Et là, moi, c'est ça qui me fend un peu le cœur à chaque fois que je revois la série, c'est qu'on comprend que Becky est en couple avec un mec qui a l'air très clairement toxique, qui lui fait prendre de la drogue, qui a l'air vraiment d'être un gros loser, en fait. Ouais, et on revoit tout de suite, en fait, on repense à Léo. Et d'ailleurs, Shelley et Norma, qui ont toutes les deux eu des relations abusives. Voilà, des relations abusives avec Hank et avec Léo, se prennent dans les bras l'une de l'autre en regardant Becky et en disant on est passé par là nous aussi. If you don't help her now, it's gonna get a lot harder to help her later. We both know that tune, don't we? Et donc, il y a vraiment cette idée de l'histoire qui se répète, en fait, et de Becky qui est, elle aussi, en train de sortir avec un loser qui a l'air un peu dangereux ou toxique. Et d'ailleurs, il y a des scènes dans le commissariat aussi où, à un moment, il y a une des policières de Twin Peaks qui dit qu'un élève a fait une overdose au lycée, qui a visiblement encore énormément de problèmes de drogue à Twin Peaks. Et il y a cette idée que le passé est en train de se répéter d'une certaine manière. Donc, je trouve ça assez triste. Enfin, à chaque fois que je vois ce personnage de Becky, et il y a cette scène... Ah, très belle scène. Ouais, elle vient de prendre de la coke et ils sont en train de rouler en voiture tous les deux et elle relève la tête vers le ciel et donc on a ce plan magnifique qui a été repris ensuite plein de fois et c'est hyper triste parce que c'est une scène qui est censée être très belle où elle a le visage un peu, enfin elle a un grand sourire, voilà, mais en même temps on sent que c'est pas du tout beau quoi. D'ailleurs, dans les autres personnages de Twin Peaks, il y a Norma. Je pensais qu'elle était morte. Enfin, Peggy Lipton, je savais qu'elle était morte, mais je sais pas, dans ma tête, en fait, la chronologie de quand Twin Peaks a été filmé et a été diffusé, je ne comprends pas bien. Donc, je pensais qu'elle ne serait pas là. Et du coup, je me dis vraiment David Bowie, là, j'y crois. Oui, puisque du coup, il faut préciser que Peggy Lipton est morte en 2019. Donc, effectivement, ça faisait déjà quelques années que la série avait été diffusée. Et tu avais raison sur un point, c'est que Hawk effectivement fait avancer l'enquête puisque il va dans les toilettes du commissariat et grâce à son héritage qui est en fait une marque de porte de toilette qui s'appelle Nez percé. Voilà. Il trouve un indice qui sont des lettres manuscrites. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ? Je sais pas, quand je pense à la lettre manuscrite dans... Peut-être c'est une carte postale de James. Non, mais sinon, un extrait du journal intime de Laura. Mais enfin, ça n'a pas de lien avec Cooper, donc je pense pas. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. À Twin Peaks, il se passe beaucoup de choses. On découvre aussi, enfin, ce que fabrique le Dr Jacoby avec ses pelles. Ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Donc, en gros, Dr Jacoby est devenu un complotiste, youtubeur, qui donc fait des vidéos dans lesquelles il hurle sur l'anorexie et les produits chimiques et la body image bullshit. Et il est vraiment à fond. Et d'ailleurs, Nadine est fan. fait partie de ses ferventes admiratrices. Ouais, non, ça, c'était absolument génial. Et alors, le meilleur, c'est quand même le spot publicitaire pour les pelles. This is your shiny gold shovel. 2 coats, guaranteed. Shovel your way out of the shit and into the truth. Dig yourself out of the shit. $29.99. That's right. Only $29.99 plus shipping. Except no substitute. Get yours now. Le Dr Jacoby donc révèle que ces pelles en or, avec 2 couches en or, vont vous servir à vous sortir de la merde. Puisqu'on est en plein dans la merde et il faut se sortir de la merde en creusant un trou avec la pelle. Voilà, et il monétise tout ça. Voilà. C'est magique. Mais c'est vraiment... en même temps, c'est tellement logique que ce personnage soit allé là-dedans parce que c'était un charlatan déjà quand il était psy, en fait. Oui, totalement. Donc maintenant, il assume sa charlatanerie. Ouais, vraiment.
Mais il y a un personnage dont l'absence te travaille encore. On va l'entendre. Bon, allez où Audrey C'est vrai que tu as eu Diane, mais tu n'as pas eu Audrey. Non, mais elle va arriver, je le pense. À ton avis, elle est où, Audrey ? À mon avis, Audrey, elle a une très grande carrière dans une grande ville et elle n'est pas à Twin Peaks. Mais oui, je pense qu'on va la voir un moment quand même. À ton avis, combien d'épisodes encore avant de voir Audrey ? Enfin, je sais pas. Alors là, vraiment, je pense 3 ou 4. Je pense pas qu'on va la voir beaucoup. J'ai l'impression que ça va être juste des petites touches. Bon, et côté Richard et Linda, du coup, on a un Richard et on a aussi une Linda. Le Richard, je n'avais pas compris que c'était un Richard. Mais la Linda, je l'ai relevée. Enfin, tu m'as dit, t'as entendu son prénom, elle ? La Linda, apparemment, c'est une femme qui est en fauteuil roulant et qui habite, j'imagine, dans le camping et qui est en fauteuil roulant suite à la guerre. Parce que quand ils parlent du fait qu'elle est en fauteuil roulant, ils disent « this fucking war » ou un truc comme ça. Et il y a une autre personne qui a fait la guerre, on l'apprend dans cet épisode, c'est le fils du shérif Truman qui s'est suicidé. Et le connard de Shane dit il pouvait pas supporter d'avoir fait la guerre ou un truc comme ça. Ce qui est intéressant dans ce nouveau chapitre de Twin Peaks, c'est que ça prend en compte, mais de façon très subtile, tous les changements de la société américaine. C'est-à-dire qu'on décèle même les retombées de la crise des subprimes quand on voit le Rancho Rosa, là où je sais pas comment ça s'appelle, le lotissement, où c'est des maisons, des grandes maisons qui sont complètement laissées à l'abandon, qui sont presque toutes en vente. Et même dans le speech de Jenny, d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on ressent aussi. Oui, c'est ça. C'est que eux, ils sont les 99%, ils sont pas les 1%. On sent totalement les retombées de la crise économique, quoi. Il y a aussi cet aspect, il y a eu une guerre, en fait. Et les jeunes Américains ont fait, pour beaucoup d'entre eux, la guerre, quoi. Ouais, c'est ça qui est vraiment très, très puissant avec la série. C'est qu'en fait, David Lynch, qui a toujours aimé parler de la psyché américaine et justement de la décadence un peu américaine, là, qu'est-ce que ça donne en l'updatant pour 2017 ? C'est ça, en fait. C'est des lotissements déserts, c'est la grande ville, puisque c'est vrai que Twin Peaks, c'était quand même plutôt rural comme environnement. Et là, on a le côté très déshumanisant des grands bureaux dans lesquels Dougie travaille et l'esplanade qu'il y a devant. Donc oui, c'est un peu comment raconter l'Amérique d'aujourd'hui, et pas forcément que dans les endroits plutôt ruraux ou dans les petites villes comme Twin Peaks, mais aussi dans les grandes villes comme Las Vegas, quoi. Même la façon dont Dougie est traité, en fait. Parce qu'au final, il est pas maltraité, au contraire, il y a plusieurs personnes qui vont l'aider, mais personne ne se pose la question de pourquoi il va pas bien, quoi. Enfin, il y a Jenny qui, je crois, veut l'emmener chez le docteur quand même. Mais Oui, et puis concernant Jenny, là, il y a plusieurs indices quand même entre elle et aussi le petit assistant qui l'aide beaucoup au travail, du fait que Dougie n'a clairement jamais trop eu toute sa tête. Déjà, ça s'explique par le fait que c'est pas une vraie personne. Oui. L'assistant, quand il arrive, il lui dit « Ah, t'es encore dans la lune ». Jenny, elle lui dit à un moment « T'as un de tes épisodes, t'es en train de faire une de tes phases ». Peut-être que quelque chose qui a été excusé comme un trouble autistique, par exemple, par le passé, là, est en train de clairement dégénérer parce que c'est Coop qui a repris son corps. Mais ça explique, en tout cas pour les personnages qui le connaissent, pourquoi ils acceptent vachement son attitude bizarre, même si là, on est quand même dans du très, très, très bizarre. Mais oui, effectivement, là aussi, il y a un côté très déshumanisant. Tout le monde s'en fout, il arrive même pas à aller aux toilettes tout seul et personne se pose de questions, quoi. On passe au MVP. Qui est ton MVP, Marie ? C'est Phil. Phil, c'est l'employé qui aide tout le temps Dougie, justement. C'est un petit employé de sa compagnie d'assurance qui va chercher les cafés. Je sais pas si c'est un assistant, mais en tout cas, il est très gentil, quoi. Il est assez junior et en fait, il est vraiment très, très gentil avec Dougie et c'est toujours lui qui va le chercher, qui l'accompagne et il lui donne un café. Vraiment, un grand cœur, ce Phil. Donc voilà. Ça aurait pu être Diane, hein, mais je l'ai pas encore assez vu quand même, même si c'est un caméo impressionnant. Et toi, c'est qui ? Moi, c'est le mec pendant la réunion avec Dougie et Phil qui veut absolument boire le café de Dougie, puisque Dougie prend son café, mais apparemment, il le boit jamais d'habitude. Et là, juste de voir la joie avec laquelle Dougie est en train de boire son café lui donne vraiment très envie et il finit par boire un thé vert. Latte, Ouais. Et au début, il est pas hyper à fond et puis très vite, en fait, il se rend compte que c'est délicieux. Et je pense il qu'en passe fait, de l'autre côté. Ce monsieur n'aime pas le café et qu'il se l'est jamais avoué. Ouais, c'est ça. Et que là, il comprend que, le thé vert latte, c'est moins masculin, mais c'est ce qu'il aime vraiment.
Et pendant que Dougie est en train de dire à l'autre mec qui ment, j'adore sa réaction à lui qui est en train de boire son thé vert et on dirait qu'il veut sortir le popcorn en fait. Il est complètement choqué par ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Et donc je me sentais un peu comme lui dans cette scène. Donc voilà, je l'aime D'ailleurs, beaucoup. il y a un truc, le mec à qui Dougie dit qu'il ment, donc le mec qui fait des arnaques à l'assurance, c'était un pote de Dougie, tu le comprends, parce qu'il avait couvert pendant son absence. Donc ils ont fait des binges un peu ensemble, d'après ce qu'on comprend. Et donc, je me demande si Dougie n'était pas aussi dans le coup, peut-être, des arnaques. Enfin, c'est possible. En tout cas, on sait que Dougie était clairement pas très net, puisque c'était addiction à la drogue, au sexe et au jeu. Donc, clairement, oui, l'ancien Dougie était pas top. C'est quoi ta meilleure réplique ? J'en ai plusieurs, je suis désolée. Je sais qu'il y en a beaucoup. Dans la pub pour les pelles en or du Dr Jacobi, il y a « Shovel your way out of the shit and into the truth. Dig yourself out of the shit. » Sortez-vous de la merde et allez vers la vérité. Et creusez pour vous sortir de la merde. Enfin bon, c'est beaucoup mieux dit en anglais, honnêtement, c'est très poétique, donc j'ai beaucoup aimé. Et très efficace. Albert qui dit « Fuck Gene Kelly, you motherfucker ». Il est sous la pluie et il doit courir sous la pluie pour aller au bar où il va retrouver Diane. Et bien sûr, c'est une allusion à Chantons sous la pluie. Et du coup, il dit... Je savais que ça te plairait beaucoup. Oui, j'aime... Enfin, c'est un de mes films préférés, j'adore Gene Kelly, donc... Et toi, c'est quoi ? C'est assez simple, mais c'est quand Janie E regarde Dougie et qu'elle lui dit « Okay, Dougie, you're acting weird as shit. » Ok, Dougie, tu agis de manière très bizarre. Et encore une fois, là, c'est quand même un petit clin d'œil au fait que, oui, bon, ils sont conscients que là... Oui, il y a un truc... Voilà, ça a un peu dépassé les limites que Dougie avait préalablement fixées. Marie, qu'est-ce que tu prédis pour les 2 prochains épisodes de Twin Peaks The Return ? Je prédis que Diane va aller voir Bad Coupe et qu'elle va dire tout de suite, c'est pas mon couple ça. Et du coup, il va y avoir une espèce de buddy comédie, mais je sais pas si ce sera une comédie, mais enfin, entre Albert, Diane et Gordon Cole, ça va être un peu un trio d'enquêteurs, quoi. Je pense qu'ils vont aller dans le Dakota du Nord. Je pense que la police locale de Las Vegas, du coup, va rendre visite à Dougie parce que sa voiture a explosé quand même avec 3 personnes dedans. Et je pense qu'on va en savoir plus sur ce qui a été écrit sur le papier qu'a trouvé Hawk, enfin j'espère. Et je pense que peut-être l'institutrice qui a du coup vu qui conduisait la voiture, il va peut-être lui arriver des misères, la pauvre. Tu sais que les 2 prochains épisodes, c'est les épisodes 7 et 8. Ah oui, le 8 apparemment, on va voyager dans l'espace. Qu'est-ce que tu attends de cet épisode ? Je sais pas, honnêtement. Je sais pas quoi attendre. J'attends un truc complètement unique et je pense pas... Oh, voilà, alors mon idée maintenant, c'est qu'en fait, ça va être l'épisode où Dougie redevient coupe. Et ça va être toute la trajectoire, mais cérébrale un peu comme un trip sous acide, pour qu'il reprenne pleinement conscience de qui il est. Voilà, c'est ma théorie. Ok. Est-ce qu'il va retourner dans l'espace ? Est-ce que ça va juste être un interlude ? Ou est-ce que ça va avoir un sens ? Est-ce que ça va propulser la narration ? Ou est-ce que ça va être une parenthèse ? Ça, c'est un peu ma question. Et je me dis, si ça propulse la narration, il y a forcément peut-être soit un échange entre Bad Coupe et Good Coupe, ou soit c'est vraiment... Enfin, là, le gros enjeu des prochains épisodes, c'est qu'à un moment, Dougie, il va falloir qu'il puisse se défendre, quoi, parce que, il va être attaqué. Voilà. Par quel moyen tu penses que Dougie va redevenir coupe ? Moi, je pense que c'est qu'à force de boire du café. Non, pas de boire du café, mais il a plusieurs moments quand même où on sent que ça commence en fait à se reconstruire un petit peu. Je suis pas sûre qu'il y a un déclic. J'ai l'impression, peut-être qu'il y en aura, mais je sais pas exactement ce que ça peut être. J'aime toutes tes théories. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie pour toutes tes magnifiques prédictions. Merci Alice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 7 et 8 de Twin Peaks The Return et quelque chose me dit qu'on aura beaucoup à dire sur ces épisodes. C'est vrai qu'on n'avait rien à dire jusqu'à maintenant. Non, c'est ça. Mais là, je pense que vous pouvez prévoir une demi-journée de RTT pour le prochain épisode. Malheureusement pour notre productrice. Si vous découvrez Twin Peaks ou Twin Peaks The Return en même temps que nous, vraiment,
Partagez vos impressions sur les réseaux sociaux avec nous. On adore lire vos réactions et savoir ce que vous pensez de la série. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire, voire 2 petits commentaires, pourquoi pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas d'acheter votre pelle en or pour vous sortir de la merde. Et oui. Et pas de spoiler, s'il vous plaît, si vous parlez de la série sur Twitter. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Tu as des notes ? Le caméo de Bob dans Ah oui, j'allais le mentionner. Oui. Bob Bob est toujours là. J'ai mis Of course, Dr Jacobi est un conspi libertarien, typique de la région. Si c'est pas clair, j'ai vécu dans le Pacifique Nord-Ouest et mon premier reportage de toute ma vie de journaliste, c'était un meeting du Tea Party. C'était juste après l'élection de Barack Obama à Spokane, donc exactement dans la zone de Twin Peaks. Et c'est vraiment une grosse tradition locale, le côté libertarien, hyper individualiste et hyper accro à ses libertés et qui attend... complotiste de la nature, un peu en mode anti-vax, les plantes, c'est et anti-gouvernement, quoi. Non, mais c'était vraiment ça. Dès que tu parlais à quelqu'un, il pensait vraiment qu'il y avait des complots partout. Ouais. On boit de l'extrait de myrtille exactement. pour se soigner. Ouais, j'ai trouvé ça, c'était très bien choisi. Ça fonctionne très bien. Ah oui, les empreintes qui ont été prélevées sur le cadavre sont bien les empreintes du Major Briggs, puisque c'est confirmé dans une scène. Ceci dit, il y a eu 16 hits pour les empreintes. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 25 ans, en fait ? C'est ça ma question. Donc, je sais pas si c'est vraiment lui le cadavre, mais apparemment peut-être. Bon, je continue à noter tous les chiffres qu'il y a dans la série. Ça m'apporte pas grand-chose pour l'instant. Est-ce que tu as noté tous les chiffres que Bad Coupe tape sur le clavier du téléphone ? Parce que tu peux trouver en ligne. C'est vrai. Non, j'ai noté les trucs au-dessus. Au moment où l'enfant meurt, il y a un plan sur un truc avec des chiffres. Quand Shane, l'abruti, dit il pouvait pas supporter d'être un soldat, à côté de lui, il y a un autre policier qui est complètement bloqué, un peu comme Sonny Jim. Et c'était un peu évocateur de ça. Et j'ai une théorie un peu folle. Allez. Parce que c'était Sonny Jim, mais dans une faille spatio-temporelle, tu vois. Wow. Je me suis dit, on va aller loin, tu vois, parce qu'il lui ressemble un peu. Voilà. J'adore. Et puis à la fin, vraiment, j'ai mis trop beau avec un cœur dessiné et triste, 3 cœurs dessinés. Voilà. Eh bien, très bien. J'ai hâte que tu découvres la suite. D'ailleurs, c'est marrant parce que on enregistre ces épisodes vachement à l'avance. Et du coup, j'ai un peu honte maintenant parce que le premier épisode de cette saison The Return n'est pas encore sorti. Et j'avais été assez critique des 2 premiers épisodes. Et là, j'aime tellement la série que j'ai pas envie que les gens entendent que j'avais été critique. Mais c'est bien, c'est un voyage, tu vois. C'est vrai.